J'ai travaillé le jour de mon anniversaire, et mon père m'a envoyé ce SMS, nous avons vendu ta voiture. La famille passe avant tout. Sois reconnaissant qu'on te laisse vivre ici. Puis il a ajouté, ETTON frère entre à l'université. Tu couvriras son premier semestre. $5 800 à payer cette semaine. J'ai répondu, ça n'arrivera pas. Il a répliqué, alors fais tes bagages et dégage, tu es mort pour moi. C'est ce que j'ai fait. Cette même nuit, j'ai laissé quelque chose derrière moi. Ce matin, ils l'ont découvert, maintenant ma tante pleure, mon oncle hurle, et mon père est sur le porche en train de supplier les voisins de l'aider. Je m'appelle Ale Mitchell et j'ai eu 24 ans mardi dernier alors que je travaillais pour un quart de 12 heures au Memorial Hospital. J'étais infirmière. Diplômée depuis près de 2 ans et la Toyota Corolla garée sur le parking du personnel était ma fierté et ma joie, la première voiture que j'avais achetée. Avec mon propre argent. Pendant ma pause déjeuner, mon téléphone a vibré, un message de mon père. Nous avons vendu ta voiture pour $8 000. J'ai qu'à besoin d'argent pour ses frais de scolarité. La famille passe avant tout. Sois reconnaissante qu'on t'ait bien élevé. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai fait tomber mon sandwich. Ils ne pouvaient pas avoir fait ça. Ils n'auraient pas dû, mais ils l'ont fait. Avant de vous raconter comment mes parents ont vendu ma voiture sans ma permission et comment j'ai finalement tenu tête, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le bouton « J'aime » si votre famille a déjà profité de votre gentillesse et abonnez-vous pour m'accompagner dans cette aventure où j'apprends à fixer des limites et à reprendre ma vie en main. Grandir chez les Mitchell signifiait une chose avant tout, ce que mes parents voulaient passer toujours. En premier. Mon père, Frank, un agent de prêt dans une banque locale avec un sens de l'autorité de mesurer, et ma mère, Diane, réceptionniste à temps partiel. Qui utilisait la culpabilité comme un sport olympique, contrôlait chaque aspect de mon enfance et de mon adolescence. Ma garde-robe, mes amis, mes loisirs, tout était soumis à leur approbation. Mon frère cadet Jake, aujourd'hui âgé de 20 ans, et ma sœur Mélissa, 18 ans, ne semblaient jamais subir le même examen ou les mêmes exigences. Ale, tu es l'aîné. Tu dois montrer l'exemple. Est devenue la bande-son de ma jeunesse, passant en boucle chaque fois que je remettais en question leurs décisions ou que j'exprimais un désir d'indépendance. Quand j'ai voulu intégrer l'équipe de volley-ball au lycée, je n'ai pas pu parce que je devais garder mes frères et sœurs. Quand j'ai reçu une bourse partielle pour l'université de mes rêves dans un autre état, on m'a fermement orienté vers le collège communautaire local, car la famille doit rester soudée. Le schéma était douloureusement prévisible. Jake voulait un ordinateur de jeu. Papa faisait des heures supplémentaires pour l'acheter. Mélissa avait besoin de cours de danse. Maman réorganisait toute la famille pour s'adapter. Mais quand j'avais besoin de quoi que ce soit, la réponse était toujours, on verra. Ce que tout le monde dans la famille savait traduire par absolument pas. Malgré ces contraintes, j'ai réussi à obtenir mon diplôme d'infirmière, en travaillant à plusieurs emplois pour couvrir les frais que mes parents ne pouvaient pas ou ne voulaient pas prendre en charge. Mon ami me trouvait souvent en train d'étudier à la bibliothèque du campus à minuit. Après avoir terminé un service de 8 heures au restaurant local. Je ne sais pas. Comment tu fais, disait-elle en me glissant un café supplémentaire. La vérité, c'est que moi non plus, je ne savais pas. Mais la promesse d'indépendance m'a permis de tenir pendant les nuits blanches et les doubles services. Quand j'ai obtenu mon diplôme et un poste au Memorial Hospital avec un salaire de départ supérieur à tout ce que mes parents avaient jamais gagné, j'ai ressenti une bouffée de fierté, rapidement tempérée par leur réaction. Il est temps que tu commences à contribuer davantage au foyer, a commenté mon père. Quand j'ai partagé la nouvelle. Pas de félicitations, pas de célébration, juste l'attente que ma réussite leur profite. Pendant 3 ans, j'ai vécu à la maison. Et j'ai économisé chaque centime,
planifiant tranquillement mon évasion tout temps. Endurant des rappels quotidiens que je leur devais ma vie pour m'avoir élevé. Mes chèques de paie disparaissaient régulièrement dans le fonds familial pour des urgences qui, par un hasard étrange, coïncidaient toujours avec les envies de Jake ou les besoins de Mélissa. Le jour où j'ai acheté ma Toyota Corolla était la première fois que je les ai directement défiés. Je lorgnais sur cette voiture d'occasion depuis des semaines, un modèle 2015 avec un kilométrage raisonnable et un prix de 12 000 $ que je pouvais réellement m'offrir grâce à mon compte épargne secret. Quand je l'ai ramené à la maison, le visage de mon père s'est assombri d'une tempête de désapprobation. Tu as dépensé ton argent. Pour ça? Sans nous consulter, a-t-il exigé comme si j'avais commis une trahison impardonnable. J'ai 23 ans, papa. J'ai besoin d'un moyen de transport fiable pour le travail, ai-je répondu, en serrant les clés dans ma paume. Anticipant déjà sa tentative de me les prendre. L'approche de ma mère était plus insidieuse, je pensais qu'on t'avait élevé pour penser aux autres avant toi-même. Les frais de scolarité de ton frère arrivent et tu as gaspillé ton argent là-dedans. Ce n'était pas de l'argent gaspillé. C'était ma liberté. Pour la première fois, je pouvais aller et venir sans emprunter la voiture familiale ni expliquer mes faits et gestes. Je pouvais faire des heures supplémentaires sans coordonner le transport. Je pouvais même, bien que j'osât peine y penser, commencer à chercher mon propre appartement. En 6 mois depuis l'achat de ma voiture, les demandes financières de mes parents s'étaient intensifiées. La position de mon père à la banque était devenue précaire à cause de restructuration, et il avait pris plusieurs mauvaises décisions d'investissement qu'il cachait à tout le monde sauf à moi, sa confidente. Désigné pour ses problèmes, mais jamais pour ses triomphes. Tu ne comprends pas la pression que je subis, disait-il chaque fois que je remettais en question les demandes croissantes de prêts dont nous savions tous deux qu'ils ne seraient jamais remboursés. Quand tu auras ta propre famille, tu réaliseras que des décisions difficiles doivent parfois être prises. L'ironie du fait que je finançais ces décisions difficiles, tout en m'entendant dire que je ne comprendrais pas n'a pas échappé à mon attention. À l'approche de mon anniversaire, je me suis porté volontaire pour un double service à l'hôpital, en partie pour la prime d'heures supplémentaires et en partie pour éviter une autre célébration familiale décevante, où ma mère préparerait le plat préféré de mon frère au lieu du mien. Et où mon père porterait un toast qui, d'une manière ou d'une autre, se concentrerait sur ses propres réalisations. Ma vraie fête aurait lieu le week-end suivant, avec mes amis dans l'appartement de Tyler. Tyler, un ambulancier que j'avais rencontré lors de mon orientation à l'hôpital, était devenu l'un de mes amis les plus proches et l'un de mes plus grands soutiens. Tu mérites une journée qui soit vraiment à toi, a-t-il insisté en proposant la fête. Le concept était si étranger qu'il m'a presque mise mal à l'aise. Le matin de mon anniversaire, je suis parti travailler avant que quiconque ne soit réveillé. Aucune carte ne m'attendait sur le comptoir de la cuisine. Aucun message ne m'a souhaité un joyeux anniversaire. À midi, je m'étais convaincu que je m'en fichais. J'étais adulte, après tout. Les anniversaires étaient pour les enfants. Puis mon téléphone a vibré pendant ma pause déjeuner et, pendant un bref moment d'espoir, j'ai pensé que quelqu'un s'en était souvenu. Au lieu de cela, j'ai reçu le message qui briserait enfin les chaînes de l'obligation et de la culpabilité qui me liait à ma famille depuis 24 ans. Le texte de mon père était bref mais dévastateur, nous avons vendu ta voiture pour 8 000 $. Jake a besoin d'argent pour ses frais de scolarité. La famille passe avant tout. Sois reconnaissante qu'on t'ait bien élevé. Je l'ai lu 1, 2, 3 fois, mon cerveau luttant pour traiter les mots. Ma voiture légalement possédée, payée avec mon propre argent, avait été vendue sans ma connaissance. Ou mon consentement. Mes doigts tremblaient quand j'ai tapé, tu as fait quoi? La réponse est arrivée immédiatement, ne sois pas dramatique.
Nous avons laissé tes affaires de la voiture sur ton lit. Tu peux prendre le bus pour aller au travail jusqu'à ce que tu économises pour une autre. La cruauté désinvolte de la chose m'a coupé le souffle. Je me suis assise à la cafétéria de l'hôpital, entourée de collègues qui discutaient et mangeaient, tandis que mon monde implosait. Ma voiture n'était pas juste un moyen de transport. C'était le premier grand pas vers mon indépendance. Une preuve tangible que je pouvais construire une vie selon mes propres termes. Je me suis excusé pour aller aux toilettes où j'ai pressé mon front contre le mur de carrelage froid en essayant de stabiliser ma respiration. J'avais des patients qui m'attendaient. Je ne pouvais pas craquer maintenant. Avec des mains tremblantes, je me suis éclaboussé d'eau le visage et je suis retourné dans le service, fonctionnant en pilotage automatique pour les distributions de médicaments et les évaluations des patients. Pendant ma pause de l'après-midi, j'ai appelé mon père, espérant désespérément qu'il s'agissait d'un terrible malentendu. « Papa, dis-moi s'il te plaît que tu n'as pas vraiment vendu ma voiture », ai-je dit quand il a répondu. « Bien sûr. »« Que si », a-t-il répondu comme s'il discutait de quelque chose d'aussi trivial que le réaménagement des meubles du salon. « Les frais de GEC sont dus la semaine prochaine et nous sommes à court. Le concessionnaire nous a donné un prix juste vu le kilométrage, mais ce n'était pas à toi de la vendre. » Ma voix est montée, attirant les regards inquiets du personnel. « La voiture est à mon nom. J'ai payé pour. Tu n'avais aucun droit. Ne prends pas ce ton avec moi. » A-t-il interrompu. Tu es égoïste. GEC a besoin de son éducation. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Le laisser abandonner? La famille passe. Avant tout, allez. Toujours. Passe-moi maman, ai-je exigé, espérant un semblant de raison de sa part. La voix de ma mère était douce mais tranchante. Chérie, si tu nous aimais vraiment, tu ne ferais pas tout ce foin. GEC a tout son avenir devant lui. Tu as déjà ton diplôme et un bon travail. Tu peux te débrouiller sans voiture pendant un moment. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu GEC en arrière-plan, sa voix portant clairement à travers le téléphone. Dis-lui de se calmer. J'ai plus besoin d'éducation qu'elle n'a besoin d'une voiture. Elle peut prendre le bus comme les autres. L'arrogance dans son ton a fait bouillir mon sang. Puis Mélissa a ajouté, sérieusement, elle devrait passer à autre chose. Ce n'est pas comme si elle ne gagnait pas bien sa vie. En les entendant discuter de moi comme si je n'étais pas au téléphone, comme si mes sentiments et mes droits de propriété étaient sans importance, quelque chose s'est cristallisé en moi. Ces gens, ma famille, ne me voyaient que comme une ressource à utiliser et à jeter à leur convenance. Dans quel concessionnaire l'avez-vous emmené, ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. Carson-sur-Maine, a répondu mon père. Pourquoi? C'est fait, allez. Pas ça. Autre chose. J'ai terminé l'appel sans un mot de plus et j'ai immédiatement appelé le concessionnaire Carson. Après avoir expliqué la situation à un directeur des ventes de plus en plus mal à l'aise nommé Paul, la vérité a éclaté. Mes parents avaient effectivement vendu ma voiture ce matin-là, présentant le titre avec ce qui semblait être ma signature. Madame, j'ai les papiers juste ici, a dit Paul avec hésitation. Il y a votre signature sur le transfert de titre. Ce n'est pas possible, ai-je répondu. Je suis au travail. Je n'ai rien signé. Un silence lourd a suivi avant que Paul ne se racle la gorge. Je pense que vous devriez passer quand vous pourrez. Peut-être apporter un rapport de police. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Ils avaient contrefait ma signature. Ils avaient commis une fraude. La voiture était à mon nom uniquement. J'avais insisté là-dessus malgré les tentatives de mon père d'être ajouté au titre, juste au cas où. La clé de secours qu'ils avaient été destinés aux urgences,
pas à faciliter le vol. Alors que je terminais l'appel avec Paul, ma collègue Janice a touché mon épaule. Allez, votre patient en 304 demande des analgésiques. J'ai hoché la tête, essuyant des larmes dont je ne m'étais pas rendu compte qu'elles coulaient. J'y vais tout de suite. D'une manière ou d'une autre, j'ai terminé les heures restantes de mon quart de travail, m'occupant des patients. Avec autant de soin et d'attention que possible alors que ma vie personnelle s'effondrait. L'injustice de tout cela me frappait par vagues. Le jour de mon anniversaire, ma famille avait commis ce qui équivalait à un vol de voiture contre moi. En changeant mes vêtements à la fin de mon quart, Amy a remarqué mes yeux rougis. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi sur le banc. Quand j'ai expliqué, son expression est passée de l'inquiétude à l'indignation. C'est illégal, allez. Ce n'est pas juste mal. C'est criminel. Tu dois signaler ça. C'est ma famille, ai-je dit. Faiblement, l'excuse sonnant creux même à mes propres oreilles. La famille ne te vole pas, a répondu Amy fermement. Qu'est-ce que tu vas faire pour rentrer chez toi? Je n'y avais même pas pensé. Ma voiture, maintenant vendue, était mon moyen de transport pour aller à l'hôpital et en revenir. Je peux appeler un Uber, ai-je commencé, mais j'ai été interrompu par une autre voix. Je peux te conduire, a offert Tyler, qui venait de terminer son quart d'ambulancier et avait entendu notre conversation. Et je pense que tu devrais appeler la police. J'ai secoué la tête, pas prête à faire ce pas, bien qu'une partie de moi sache qu'il avait raison. En marchant vers le parking, l'espace vide où ma Corolla aurait dû être semblait se moquer de moi. Une métaphore parfaite pour le vide là où l'amour et le respect familiaux devraient exister. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a été silencieux. Tyler me jetant de temps en temps un regard inquiet mais respectant mon besoin de silence. Quand nous nous sommes garés au bord du trottoir, il a mis la voiture en stationnement mais n'a pas déverrouillé les portes. Tu n'es pas obligé d'y aller, a-t-il dit doucement. Tu peux rester chez moi ou chez Amy. Prends le temps de réfléchir. Sa gentillesse m'a presque brisé, mais j'ai secoué la tête. J'ai besoin de les affronter. J'ai besoin de voir Silly a une explication qui pourrait rendre cela acceptable. Il n'y en avait pas. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, ma famille était assise autour de la table. À manger, mangeant comme si rien d'inhabituel n'était arrivé. Mes affaires de la voiture, lunettes de soleil, chargeur de téléphone, kit d'urgence et le petit contenant d'objets personnels que je gardais dans la boîte à gants avaient été jetés sans ménagement sur mon lit. Quelque chose s'est brisé dans le processus. Enfin à la maison, a remarqué ma mère sans lever les yeux de son assiette. Il y a des restes de casserole dans le frigo si tu as faim. La normalité était surréaliste. Je me tenais sur le pas de la porte en les regardant, me demandant comment ces personnes qui partageaient mon sang pouvaient être si insensibles à la violation de ma confiance et au vol de ma propriété. Comment avez-vous pu? Ai-je finalement réussi à demander. Mon père a soupiré de façon dramatique. Comme si j'étais une enfant capricieuse interrompant une réunion importante. Nous avons déjà parlé de ça, allez. J'ai qu'avait besoin de l'argent des frais de scolarité. La décision est prise. Sois mature. Mature, ai-je répété avec incrédulité. Vous avez volé ma voiture. Vous avez contrefait ma signature. Il n'y a rien de mature dans ce que vous avez fait. Nous n'avons rien volé, a rétorqué ma mère. Nous sommes une famille. La famille partage ses ressources. Quand le besoin s'en fait sentir. Quelqu'un a-t-il demandé si j'avais des besoins, ai-je rétorqué. Quelqu'un n'a-t-il considéré que j'avais besoin d'un moyen de transport pour aller au travail qui, apparemment, finance les priorités de tout le monde? J'ai qu'à lever les yeux au ciel, drama queen. Prends le bus. Comme je le fais. Tu prends le bus parce que tu as crashé ta voiture.
ai-je lancé. Une voiture que maman et papa ont achetée pour toi, soi-disant. Passant. Le visage de mon père s'est assombri. Ça suffit. Sous ce toit, nous prenons des décisions en famille, pour la famille. Non, ai-je corrigé. Vous prenez des décisions pour tout le monde sans consultation ni consentement. Ce n'est pas une famille. C'est une dictature. Si tu n'aimes pas la façon dont cette famille fonctionne, a-t-il dit froidement, la porte est là. Mais ne t'attends pas à ramper pour revenir quand tu réaliseras la chance que tu avais ici. C'était la même menace qu'il utilisait toute ma vie chaque fois que je montrais un signe d'indépendance. Pour la première fois, cependant, cela ne m'a pas rempli de peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. La porte représentait soudain non pas une punition, mais une évasion. Je vais me trouver mon propre logement, ai-je dit avec un calme que je ne me connaissais pas. Et vous aurez de mes nouvelles. Concernant la voiture. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé ma mère, une lueur d'incertitude traversant son visage. Ça veut dire que ce que vous avez fait était illégal, ai-je répondu. Et il y a des conséquences aux actions illégales. Alors que je me tournais pour aller dans ma chambre, mon père m'a appelé, nous avons tout sacrifié pour toi, allez. Tout. Un peu de gratitude serait approprié. Le mot « gratitude » a résonné dans mon esprit alors que je fermais la porte de ma chambre. Ils attendaient de la gratitude pour le vol, pour la trahison, pour des années de manipulation émotionnelle et d'exploitation financière. Pour la première fois, j'ai vu avec une clarté parfaite que ce que j'avais vécu toute ma vie n'était pas une dynamique familiale normale. C'était de l'abus. Et le jour de mon 24e anniversaire, j'ai reçu un cadeau inattendu. Le coup de pouce final dont j'avais besoin pour me libérer. La nuit, le sommeil m'a fui. Je suis resté allongé dans mon lit d'enfant, entouré des quelques possessions que j'avais réussi à accumuler malgré les demandes financières constantes de mes parents, et j'ai fixé le plafond. Les étoiles phosphorescentes que j'y avais collées à l'âge de 12 ans semblaient se moquer de moi maintenant, des vœux et des rêves collés sur un plafond que je ne pourrais jamais réellement atteindre. Mon téléphone a vibré avec un texte d'ami. Ça va? J'ai pensé à toi toute la nuit. La gentillesse simple m'a fait monter les larmes aux yeux. J'avais passé tellement de temps dans un environnement où mes sentiments étaient rejetés qu'une préoccupation sincère semblait presque étrangère. Pas vraiment, ai-je répondu honnêtement. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Sa réponse a été immédiate, tout ce dont tu as besoin. La chambre d'amis est à toi si tu le veux. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine comme une bouée de sauvetage. Peut-être que c'en était une. Le lendemain matin, j'ai dû affronter la réalité pratique de ma situation. J'avais besoin d'aller travailler et mon moyen de transport avait disparu. L'arrêt de bus le plus proche était à plus d'1 kilomètre et le trajet nécessiterait 2 correspondances pour atteindre l'hôpital. Le trajet prendrait près de 2 heures par trajet. Alors que je rassemblais tranquillement mon uniforme et me préparais à partir très tôt, ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine en robe de chambre. Je t'ai préparé le petit déjeuner, a-t-elle dit en désignant une assiette de pancakes sur la table. Ton préféré, pas celui de Jack pour une fois. La tentative d'offre de paix était aussi transparente qu'insuffisante. Je n'ai pas le temps, ai-je répondu, bien que j'ai intentionnellement pris de l'avance pour le trajet en bus. Je dois partir maintenant pour attraper le bus. Quelque chose comme de la culpabilité a vacillé sur son visage. Ton père et moi en parlions. Nous pouvons te conduire jusqu'à ce que tu trouves une solution. L'audace m'a presque coupé le souffle. Il vole ma voiture, puis offre des trajets comme s'il me faisait une faveur. Non, merci, ai-je dit froidement. Je préfère prendre le bus. La marche jusqu'à l'arrêt de bus
m'a donné le temps de réfléchir. Chaque pas sur le trottoir était un petit acte d'indépendance. Quand j'ai atteint l'hôpital, en sueur, fatigué et presque en retard malgré mon départ matinal, j'étais émotionnellement épuisé. Ma collègue Lisa l'a remarqué immédiatement alors que nous nous préparions pour le passage de service. Matinée difficile, a-t-elle demandé en m'aidant à organiser mes dossiers de patients. Vie difficile, ai-je murmuré, puis j'ai immédiatement regretté l'apitoiement sur moi-même dans ma voix. Pendant tout mon quart de travail, j'ai effectué mes tâches mécaniquement, l'esprit ailleurs. Pendant le déjeuner, Amy m'a rejoint. Tu as une mine affreuse, a-t-elle dit brutalement. Sans vouloir t'offenser. Pas d'offense, ai-je soupiré. Piquant dans ma salade sans appétit. Je me sens horrible. As-tu signalé le vol de la voiture? J'ai secoué la tête, je ne sais pas si je peux faire ça. Ce sont toujours mes parents. Amy s'est penchée en avant, son expression sérieuse. Allez, écoute-moi. Si un inconnu volait ta voiture, le signalerais-tu? Bien sûr, mais. Pas de mais. Ce qu'ils ont fait, c'est du vol. Le fait qu'ils aient un lien de parenté avec toi rend les choses pires, pas meilleures. Ces mots ont résonné, mais agir contre ma famille semblait impossible. Des années de conditionnement m'avaient appris que leurs besoins passaient toujours avant les miens, que remettre en question leur autorité était égoïste et ingrat. Même maintenant, avec la preuve claire de leur trahison devant moi, j'ai eu du mal à me libérer de ces croyances profondément ancrées. Je vais y réfléchir, ai-je promis, bien que nous sachions toutes deux que je tergiversais. La véritable rupture est survenue à la fin de mon quart. Dans l'intimité du vestiaire de l'hôpital, j'ai ouvert mon casier pour trouver la petite carte d'anniversaire que Tyler avait glissée à l'intérieur. Un geste simple d'une personne qui n'avait aucune obligation de se souvenir de mon anniversaire, mais qui l'a fait. Quand même. Le contraste entre son attention et l'insensibilité de ma famille était saisissant. Je me suis effondré sur le banc, la carte serrée dans mes mains tremblantes, et j'ai enfin laissé les larmes couler librement. Des années de douleur et de colère refoulées ont jailli en sanglots que je ne pouvais pas contrôler. C'est ainsi que Tyler m'a trouvé quand il est venu me chercher après son service. Sans un mot, il s'est assis à côté de moi et a passé son bras autour de mes épaules, offrant un soutien silencieux jusqu'à ce que la tempête d'émotions s'apaise. Je ne peux pas retourner là-bas, ai-je finalement murmuré, exprimant la décision que mon cœur avait déjà prise. Tu n'es pas obligé, m'a-t-il assuré. Pas ce soir. Jamais si c'est ce que tu veux. Il m'a conduite à l'appartement d'Amy où elle préparait déjà la chambre d'Amy. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-elle insisté, me montrant où elle avait mis des serviettes propres et une clé de secours. Cette nuit-là, allongé dans le lit d'invité d'Amy, je me sentais à la fois perdu et retrouvé. Je n'avais pas de voiture, pas de plan concret, et la plupart de mes possessions étaient encore chez mes parents. Pourtant, pour la première fois, je faisais des choix basés uniquement sur mes propres besoins et mon bien-être. Mon téléphone vibrait périodiquement avec des textes de ma mère, allant de l'inquiétude, est-ce que tu rentres ce soir? À la manipulation, la tension de ton père monte à cause du stress que tu provoques. Je l'ai mis en sourdine. Sans répondre. Le lendemain matin, j'ai appelé pour me déclarer malade au travail, chose que je n'avais jamais faite auparavant, même en étant réellement souffrante. Janice, ma superviseure, a été étonnamment compréhensive. Prends le temps dont tu as besoin, a-t-elle dit. Tes patients ont besoin que tu sois au top. Laissée seule dans l'appartement d'Amy, je faisais les 100 pas, me sentant impuissante malgré mon départ physique de chez mes parents. Ils avaient encore la plupart de mes affaires. Ils s'en étaient tirés en vendant ma voiture. Ils pensaient probablement que je finirais par céder comme je l'avais
toujours fait auparavant et que je reviendrai au bercail avec une contrition appropriée pour mon comportement égoïste. Le schéma familier de culpabilité et d'obligation commençait à ramper. Peut-être que je réagissais de façon excessive. Peut-être que la famille passait vraiment avant tout. Peut-être. Devrais-je être plus compréhensif face à leurs difficultés financières? Je tendais la main vers mon téléphone pour appeler ma mère quand il a sonné dans ma main. Un numéro inconnu. Est-ce Allé Mitchell? A demandé une voix de femme. Quand j'ai répondu. Oui, c'est moi. Ici Sarah Kingsley. Nous travaillons ensemble au mémorial. Je suis l'infirmière responsable de nuit en oncologie. Je connaissais Sarah par sa réputation plus que par interaction personnelle. Puisque nous travaillions à des heures différentes. À 45 ans, elle était respectée à la fois pour ses compétences cliniques et son approche sans détour. Des drames au travail. Ami a mentionné que vous traversez des difficultés familiales, a continué Sarah. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'elle partage cela. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a des années et elle a pensé que je pourrais avoir une perspective à offrir. Quelque chose dans son ton, une compréhension sans pitié, m'a poussé à m'ouvrir. Avant de m'en rendre compte, je déversais toute l'histoire, depuis des années d'exploitation financière jusqu'au vol de voiture. Sarah a écouté sans interruption jusqu'à ce que je termine, légèrement embarrassé par mon déchargement émotionnel auprès de quelqu'un que je connaissais à peine. Allez. A-t-elle finalement dit, sa voix douce mais ferme, ce que vous décrivez n'est pas une dynamique familiale normale. C'est de l'abus financier. Le mot abus a flotté dans l'air entre nous. Je l'avais utilisé dans mes propres pensées, mais entendre quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus âgé et plus sage, le confirmer donnait à l'évaluation du poids et de la validité. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis. Je me sens piégé même si je suis physiquement parti. C'est parce que vous n'êtes pas encore parti mentalement, a répondu Sarah. Ils vous ont conditionné à prioriser leurs besoins et leurs sentiments au-dessus des vôtres. Briser ce conditionnement est plus dur que de franchir la porte. Comment puis-je le briser, ai-je demandé, désespéré. De trouver une feuille de route pour sortir du labyrinthe émotionnel. Vous reconnaissez que vous avez des droits légitimes, a dit Sarah. Vous commencez à faire respecter des limites. Et parfois, vous devez être prête à prendre des mesures qu'ils qualifieront d'infidèles ou d'ingrates afin de vous protéger. Comme signaler le vol de la voiture. J'ai osé y penser, ai-je avoué. Exactement comme ça, a-t-elle confirmé. Ils comptent sur votre réticence à les tenir responsables. C'est ainsi qu'ils vous ont contrôlé toutes ces années. Après avoir raccroché, je me suis assise à la table de cuisine d'amis, les mots de Sarah tournant en boucle dans mon esprit. La clarté qu'ils offraient était comme de l'oxygène après des années à respirer dans le brouillard toxique de la manipulation. J'avais encore peur. J'étais encore triste. Mais pour la première fois, j'étais aussi en colère. Pas la colère impuissante qui brûle intérieurement, mais la colère juste qui alimente l'action. Et j'étais prête à agir. Le lendemain de ma conversation avec Sarah est devenu le premier jour de ma nouvelle vie. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé une cafetière dans la cuisine d'amis et je me suis assise avec un carnet pour créer ce que j'ai appelé mon plan d'indépendance. D'abord, je devais sécuriser mes possessions restantes chez mes parents. Ensuite, je devais trouver un logement abordable. Et enfin, je devais trouver un moyen de transport pour aller au travail et en revenir. La tâche semblait écrasante vue dans son ensemble, mais Sarah m'avait conseillé de les diviser en étapes gérables. Commencez par votre système de soutien, avait-elle suggéré. Vous serez surprise de voir combien de personnes veulent aider. En suivant ses conseils, j'ai envoyé un message à Tyler, peux-tu m'aider à récupérer mes affaires chez mes parents demain quand ils sont au travail?
Sa réponse a été immédiate, absolument. À quelle heure? Amy est sortie de sa chambre alors que je faisais ma liste, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Tu planifies la révolution, a-t-elle demandé en se servant un café. Quelque chose comme ça, ai-je souri. Faiblement. Je dois trouver un appartement que je peux me permettre à court terme. Amy s'est assise en face de moi, soudain enthousiaste. En fait, Kendra de la pédiatrie vient de mentionner que sa colocataire déménage la semaine prochaine. Son logement est à seulement 10 minutes de l'hôpital. Kendra était une infirmière en pédiatrie que je connaissais vaguement. Chaleureuse, fiable et sans drame. La perspective de partager un espace avec quelqu'un comme elle plutôt que de continuer à m'imposer à Amy était attrayante. Ça la dérangerait si je l'appelais, ai-je demandé. Tu plaisantes? Elle galère à trouver quelqu'un de confiance. Elle t'offrirait probablement la chambre sur le champ. À midi, j'avais une situation de logement potentiel. Kendra avait effectivement été enthousiaste, proposant de me montrer l'appartement ce soir-là. Ce n'est rien de fantaisiste, a-t-elle averti. Mais c'est propre, sûr et le loyer est raisonnable. Mon appel suivant a été plus difficile. Mark Williams était un avocat qui était sorti brièvement avec Amy l'année précédente. Bien que leur relation romantique n'ait pas fonctionné. Ils étaient restés amis, et je savais qu'il était spécialisé en droit immobilier. Je ne peux pas payer de frais juridiques, ai-je admis après avoir expliqué ma situation. Commençons par une consultation, a suggéré Mark. Sans frais. Ensuite, nous verrons tes options. En rencontrant Mark cet après-midi-là dans son modeste bureau du centre-ville, j'ai appris plusieurs choses importantes. Premièrement, ce que mes parents avaient fait était sans équivoque illégal, tant le vol de la voiture que la contrefaçon de ma signature. Deuxièmement, j'avais plusieurs voies d'action potentielles, allant du procès civil aux poursuites pénales. Et troisièmement, je devais tout documenter. Commencer à garder des traces de toutes les communications avec vos parents, a conseillé Mark. Texto, email, messages vocaux. Conservez-les tous et ne supprimez rien de ce qu'ils ont déjà envoyé, surtout les admissions concernant la prise de la voiture. Alors que je quittais son bureau avec un dossier d'information, j'ai ressenti un calme étrange. Le savoir était le pouvoir, et pour une fois, je n'agissais pas par réaction émotionnelle, mais par décision informée. Ce soir-là, Kendra m'a montré son appartement, une unité de 2 chambres dans un immeuble ancien mais bien entretenu. La chambre disponible était petite, mais avait une bonne lumière naturelle et des étagères intégrées. Les espaces partagés étaient propres et confortables. Je travaille beaucoup les soirs, donc nous ne nous croiserons probablement pas trop, a expliqué Kendra. Les règles de la maison sont assez simples, nettoie après toi, pas de musique forte après 22 heures, et contribue au tiroir à collation. Elle a montré un tiroir de cuisine rempli d'une variété impressionnante de chips, biscuits et barres chocolatées. Le tiroir à collation est non négociable, a-t-elle ajouté avec un sérieux fin. Je me suis retrouvé à rire sincèrement. Pour la première fois depuis des jours, je peux certainement contribuer au tiroir à collation. Au moment où je suis retourné à l'appartement d'Amy, j'avais signé un contrat de location avec Kendra commençant la semaine suivante. Le dépôt de garantie avait entamé mes économies, mais cela valait la tranquillité d'esprit. Alors que je me préparais à dormir, mon téléphone a sonné avec le numéro de mes parents. Après une hésitation, j'ai répondu, en mettant l'appel sur haut-parleur et en l'enregistrant comme Mark l'avait conseillé. Allez, la voix de mon père était artificiellement chaleureuse. Quand rentres-tu à la maison? Ta mère est morte d'inquiétude. Je ne rentre pas, ai-je répondu, surprise par la fermeté dans ma voix. J'ai trouvé mon propre logement. Un bref silence a suivi avant que son ton ne change, devenant froid et méprisant, ne sois pas ridicule.
Tu n'as pas les moyens d'avoir ton logement. Rentre à la maison et nous oublierons ce caprice enfantin. Ce n'est pas un caprice, papa. Tu as volé ma voiture. Tu as contrefait ma signature. Ce sont des crimes. Nous avons fait ce qui était nécessaire pour cette famille, a-t-il insisté. Si tu veux jouer sur les mots. Sur les mots, ai-je interrompu. Il n'y a rien de technique dans un vol qualifié. Une contrefaçon. La voix de ma mère a éclaté, probablement sur une autre ligne. Allez, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Nous t'avons tout donné. Tu nous dois bien ça. Je ne vous dois pas le droit de me voler, ai-je déclaré. Fermement. Je suis adulte. Ma propriété est la mienne, pas la vôtre. Alors, qu'est-ce que tu dis? La voix de mon père avait pris le calme dangereux qui m'avait intimidé tout au long de mon enfance. Tu nous menaces? Tes propres parents? Je vous informe que je viendrai demain à 14 heures pour récupérer mes affaires. Tyler sera avec moi. Je n'attends aucune interférence. Si tu pars comme ça, a prévenu mon père, n'attends plus jamais aucun soutien de notre part. La menace qui m'avait gardé docile pendant des années semblait maintenant presque risible. Quel soutien avait-il jamais vraiment fourni qui ne venait pas avec des conditions? Je comprends, ai-je répondu. Au revoir. Après avoir terminé l'appel, je me suis assise sur le bord du lit, l'adrénaline parcourant mon corps. J'avais tenu bon. J'avais fixé une limite. Et tandis que la terre ne s'était pas ouverte pour m'engloutir tout entière, comme mon anxiété l'avait toujours suggéré, je savais que le vrai test viendrait demain. Cette nuit-là, j'ai créé un groupe de discussion avec Tyler, Amy, Sarah et Kendra, expliquant mon plan pour récupérer mes affaires le lendemain. Leurs réponses ont afflué immédiatement, Tyler, je serai là. Mon camion peut transporter tout ce dont tu as besoin. Amy, je viens aussi. La sécurité dans le nombre. Sarah, je suis libre demain. Besoin d'une paire de mains en plus? Kendra, je peux t'aider à déménager mes affaires juste après. En regardant l'écran, j'ai senti une boule se former dans ma gorge. C'était à ça que ressemblait un soutien sincère. Des gens offrant de l'aide. Sans rien attendre en retour. Le lendemain matin, j'ai appelé la ligne non urgente de la police pour demander une présence civile, un officier pour être présent pendant que je récupérais mes affaires pour éviter tout conflit potentiel. Le répartiteur, après avoir entendu ma situation, m'a assuré que quelqu'un nous rencontrerait à la maison. Alors que je me préparais à l'affrontement, les mots de Sarah résonnaient dans mon esprit, ils t'ont conditionné à prioriser leurs besoins et leurs sentiments au-dessus des tiens. Briser ce conditionnement est plus dur que de franchir la porte. Elle avait raison. Même maintenant, sachant tout ce que je savais, une partie de moi craignait encore de blesser les sentiments de mes parents, s'inquiétant toujours d'être étiqueté comme ingrat ou égoïste. Mais à côté de cette réponse conditionnée, une nouvelle voix émergeait. Ma propre voix, insistant sur mon droit au respect, à l'autonomie et à une équité de base. Au moment où Tyler m'a récupéré dans son camion, avec Amy et Sarah suivant dans la voiture de Sarah, j'avais transformé ma peur en détermination. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer des vêtements et des objets personnels. Il s'agissait de reprendre ma vie en main. Le jour où j'ai repris mon indépendance a commencé par une préparation méticuleuse. Tyler est arrivé à l'appartement d'Amy à 13 heures, son pick-up vidé de son équipement de travail pour faire de la place à mes affaires. Sarah est arrivée quelques instants plus tard avec Amy, qui avait pris une rare journée de congé pour me soutenir. Prête pour ça, a demandé Tyler alors que je montais sur le siège passager de son camion. Aussi prête que je ne le serais jamais, ai-je répondu, serrant un dossier contenant le document que Mark avait
Préparer, une demande formelle d'indemnisation pour mon véhicule volé. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents semblait surréaliste, comme si j'approchais d'un endroit que je n'avais visité que dans des rêves plutôt que la maison où j'avais passé la majeure partie de ma vie. L'officier Ramirez, qui avait été assigné à notre présence civile, attendait déjà à notre arrivée, sa voiture de patrouille garée ostensiblement sur le trottoir. Mademoiselle Mitchell a-t-il confirmé à notre approche. Je comprends que vous récupérez vos biens personnels aujourd'hui. Y a-t-il une raison de croire que cela ne se passera pas sans encombre? Mes parents ne réagissent pas bien aux limites, ai-je expliqué. C'est un euphémisme, mais votre présence devrait aider. À ma grande surprise, la maison semblait vide à notre arrivée. Aucune voiture dans l'allée, aucun mouvement visible à travers les fenêtres. En utilisant ma clé, j'ai conduit notre petit groupe à l'intérieur, m'attendant à moitié à trouver ma chambre vidée ou mes possessions endommagées par méchanceté. Au lieu de cela, tout était intact. Mes vêtements toujours dans la commode, les livres sur les étagères, les manuels d'infirmière empilés sur le bureau. La normalité était presque décevante, comme si la confrontation dramatique à laquelle je m'étais préparé avait été annulée sans préavis. Travaillons rapidement, a suggéré Sarah, toujours pratique. Commencez par les essentiels et les objets de valeur sentimentale. Nous avons formé une ligne d'assemblage efficace, moi sélectionnant et emballant, Amy et Sarah transportant les boîtes jusqu'à la porte, Tyler les chargeant dans le camion. En 1 heure, nous avions emballé la plupart de mes vêtements, tout mon matériel professionnel, mon ordinateur portable et mes appareils électroniques, ainsi que les quelques souvenirs que je ne pouvais supporter de laisser derrière album photo, boîte à bijoux de ma grand-mère, la courte pointe que ma tante avait faite pour ma remise de diplôme au lycée. Alors que nous travaillions sur les dernières boîtes, la porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère est entrée la première, s'arrêtant net à la vue d'étrangers dans sa maison et d'un policier debout calmement dans le salon. Mon père a suivi, son expression s'assombrissant instantanément. Quel est le sens de tout cela, a-t-il exigé, ignorant l'officier Ramirez et s'adressant directement à moi. Qui sont ces gens? Pourquoi y a-t-il un officier de police dans ma maison? Je vous avais dit que je venais pour mes affaires, ai-je répondu, continuant à plier un pull dans une boîte. Ce sont mes amis qui m'aident à déménager. Tu n'as rien dit à propos de la police, a interrompu ma mère, sa voix tremblant de peur ou de rage. Il était parfois difficile de faire la différence. L'officier Ramirez est là pour s'assurer que cela se passe sans encombre, ai-je expliqué. Nous avons presque terminé. Mon père a fait un pas en avant, pour être intercepté par l'officier Ramirez. Monsieur, je suis là pour maintenir la paix pendant que votre fille récupère ses biens personnels. Je vous suggère de la laisser terminer ce processus sans interférence. Le ton officiel a semblé dégonfler momentanément la colère de mon père. Il s'est retiré dans la cuisine, ma mère le suivant, des arguments murmurés flottant jusqu'à nous pendant que nous continuions à travailler. Quand la dernière boîte a été chargée, j'ai pris une grande inspiration et je me suis approché de la cuisine, le dossier de Marc fermement serré dans ma main. Tyler s'est positionné discrètement dans l'encadrement de la porte, un soutien silencieux. Je pars maintenant, ai-je annoncé. Mais avant de partir, je veux aborder la question de ma voiture. Mon père a ricané, il n'y a rien à aborder. La décision est prise. Vous n'aviez aucun droit légal de vendre mon véhicule, ai-je poursuivi comme s'il n'avait rien dit. Il était enregistré uniquement à mon nom. Vous avez contrefait ma signature, ce qui est un délit criminel. Nous sommes tes parents, a sifflé ma mère, son tremblement précédent remplacé par de l'indignation. Tout ce que nous avons fait, c'était pour cette famille.
Vendre ma voiture sans permission, ce n'était pas pour moi, ai-je rétorqué. C'était pour Jake, à qui on n'a jamais demandé de subvenir à ses besoins comme j'ai dû le faire. Comme s'il avait été invoqué. Par son nom, mon frère est apparu dans l'encadrement de la porte derrière Tyler. L'air confus et contrarié. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il des gens qui prennent tes affaires? Je déménage, lui ai-je dit simplement. Et je traite le fait que maman et papa ont vendu illégalement ma voiture pour payer tes frais de scolarité. L'expression de Jake est passée de la confusion à la colère défensive. Ils ont dit que tu avais accepté d'aider. Ne me blâme pas. Parce que tu as changé d'avis. Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. Ai-je répondu. Ils ont volé ma voiture, Jake. Ils ont commis une fraude. C'est ridicule, a lancé mon père. Nous sommes tes parents. Nous ne te volons pas. Ce document dit le contraire, ai-je dit en sortant la lettre de demande du dossier et en la posant sur le comptoir de la cuisine. Mon avocat a préparé cette demande formelle d'indemnisation pour la valeur totale de mon véhicule, $12 000, pas les $8 000 que vous avez acceptés. Vous avez 30 jours pour payer intégralement ou je poursuivrai à la fois au civil et au pénal. Le silence qui a suivi était absolu. Mon père fixait le document comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux tandis que le visage de ma mère perdait toute couleur. Tu n'oserais pas, a finalement chuchoté mon père. Je préférerais ne pas avoir à le faire, ai-je reconnu. Je préférerais que vous reconnaissiez simplement que ce que vous avez fait était mal et que vous fassiez restitution, mais je poursuivrai en justice si nécessaire. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a commencé ma mère, les larmes aux yeux, sa tactique standard quand les arguments logiques échouaient. Comment peux-tu nous menacer? Comme ça? Nous t'avons élevé, nourri, habillé. C'était votre obligation. En tant que parent, ai-je interrompu, une déclaration qui aurait été impensable pour moi-même quelques jours plus tôt. Cela ne vous donne pas le droit de me voler en tant qu'adulte. Le visage de mon père s'est crispé de rage. Sors de ma maison, a-t-il grogné. Sors maintenant avant que j'oublie que tu es ma fille. Frank, a haleté ma mère, mais il a continué. Si tu poursuis cette voie, tu ne fais plus partie de cette famille. Tu comprends? Tu seras morte pour nous. La menace flottait dans l'air entre nous. Dans le passé, cela m'aurait dévasté, m'aurait fait reculer avec des excuses et des concessions. Maintenant, cela confirmait simplement ce que je savais déjà, leur amour avait toujours été conditionnel à ma conformité. Je comprends, ai-je dit doucement. Le choix est le vôtre. Payez ce que vous devez pour ma propriété volée ou affronter les conséquences. Alors que je me tournais pour partir, Mélissa est apparue dans le couloir, ayant clairement tout entendu. Contrairement aux autres, son expression n'était pas colérique, mais pensive, presque triste. Allez, a-t-elle appelé alors que j'atteignais la porte d'entrée. Attends. Elle s'est dépêchée dans sa chambre et est revenue. Avec quelque chose serré dans la main. Mon ours en peluche d'enfance, usé par l'âge et l'amour, que j'avais oublié dans mes bagages. Tu devrais le prendre. A-t-elle dit en pressant l'animal en peluche dans mes mains. Et je suis désolé pour ta voiture. Je ne savais pas qu'il ne t'avait pas demandé. Ce simple geste de gentillesse de la sœur dont je m'y attendais le moins m'a fait monter les larmes aux yeux. Merci, Mel, ai-je murmuré, lui donnant un rapide câlin avant de franchir la porte. À l'extérieur, mes amis attendaient près des véhicules, les visages inquiets. Tout va bien, a demandé Amy. Non. Ai-je admis. Mais tout ira bien. Alors que nous partions, j'ai regardé ma maison d'enfance s'éloigner dans le rétroviseur, la distance augmentant à chaque seconde. Mon père était apparu sur le seuil, criant encore quelque chose que je ne pouvais plus entendre.
Ma mère se tenait à côté de lui, une main couvrant son visage. Ni Mélissa ni Jake n'étaient visibles. Tu l'as fait, a dit Tyler à côté de moi, sa voix remplie d'une fierté silencieuse. Tu as tenu bon. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. La confrontation avait été aussi difficile que je l'avais redoutée, mais aussi étrangement libératrice. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit ma vérité. Sans la minimiser pour protéger les sentiments des autres. J'avais nommé l'injustice sans accepter le blâme pour l'avoir remarqué. Les menaces et la manipulation émotionnelle n'avaient pas disparu, mais leur pouvoir sur moi s'était évaporé, et cela faisait toute la différence. La semaine suivant mon départ de chez mes parents a passé dans un flou d'activité. Avec l'aide de Kendra, je me suis installé dans ma nouvelle chambre, organisant mes affaires dans l'espace limité avec un sentiment de propriété que je n'avais jamais connu auparavant. Chaque objet que je plaçais, chaque livre sur l'étagère, chaque photo que j'accrochais au mur représentait un choix qui était entièrement le mien. Ça prend vraiment forme, a remarqué Kendra le troisième soir alors qu'elle s'appuyait contre le cadre de la porte, me regardant organiser mon petit bureau. Comment tu te sens? Étrange, je l'admets. Bien. Étrange, mais toujours étrange. Je m'attends sans cesse à ce que quelqu'un me dise que j'ai mis quelque chose au mauvais endroit. Elle a hoché la tête, comprenant, l'indépendance demande un peu d'habitude. Attends. D'avoir à déboucher ton premier évier sans appeler un parent. C'est là que tu sauras que tu es vraiment adulte. Son humour facile était déjà devenu l'une de mes choses préférées à propos de vivre avec elle. Contrairement à l'atmosphère où l'on marchait sur des œufs chez mes parents, notre appartement était rempli de rire et d'une communication directe. Les défis pratiques de ma nouvelle indépendance étaient substantiels mais gérables. Sans voiture, mon trajet vers l'hôpital nécessitait une planification minutieuse et un covoiturage occasionnel, avec des collègues se rendant dans la même direction. Mon budget, déjà serré, devait maintenant accommoder le loyer et les frais de transport que je n'avais pas anticipés. Pourtant, ces limitations étaient différentes des contraintes financières que j'avais connues en vivant à la maison. C'étaient mes défis. Affrontés selon mes termes, sans le drainage constant de soutenir les priorités des autres. Une semaine après avoir remis la lettre de demande, j'ai reçu ma première communication de mes parents, une lettre formelle de leur avocat, rejetant ma demande d'indemnisation. Ils ont engagé Gerald Winston, m'a informé Marc quand je lui ai apporté la lettre. Il est connu pour ses tactiques agressives. Qu'est-ce que cela signifie pour mon dossier, ai-je demandé, l'anxiété montant dans ma voix. Cela signifie qu'ils prennent cela au sérieux, a-t-il répondu, ce qui joue en fait en notre faveur. Ils n'engageraient pas Winston s'ils ne croyaient pas qu'ils étaient vulnérables. Juridiquement. Au cours des jours suivants, le processus juridique s'est déroulé parallèlement à ma nouvelle vie. J'ai déposé un rapport de police documentant le vol de voiture et la contrefaçon, fournissant à l'officier les messages textes dans lesquels mon père admettait explicitement avoir vendu ma voiture sans permission. Le concessionnaire de Carson a coopéré pleinement, fournissant des copies des documents de vente avec une signature contrefaite. Nous avons un dossier solide, m'a assuré Marc. La preuve est claire. La question est de savoir jusqu'où tu veux pousser cela. C'était une question avec laquelle je me débattais quotidiennement. Malgré tout, c'était toujours mes parents. L'idée qu'ils fassent face à des accusations criminelles créait un nœud d'émotions contradictoires qui me gardait éveillé la nuit. Ils comptent sur cette hésitation, a souligné Sarah lors d'une de nos rencontres café régulières. Ils t'ont entraîné à les protéger, même à tes propres dépens. Elle avait raison, bien sûr. Le conditionnement était profond, rendant difficile la séparation entre la compassion légitime et la culpabilité malsaine. À la fin,
Ma décision ne venait pas de la colère, mais de la clarté. Mes parents devaient subir des conséquences pour comprendre que leur comportement était inacceptable. 2 semaines après avoir déménagé, j'ai déposé des accusations formelles de vol qualifié et de contrefaçon. La détective a signé à mon dossier, une femme sans détour nommée Sawyer, a pris ma déclaration avec un détachement professionnel. Les affaires familiales sont toujours compliquées, a-t-elle reconnu. Mais la loi est claire. Vous ne pouvez pas vendre le véhicule de quelqu'un d'autre sans son consentement, quelle que soit votre relation avec eux. La retombée a été rapide et dramatique. Mes parents ont reçu des avis formels de comparaître pour interrogatoire. Des membres de la famille élargie ont commencé à prendre parti, la plupart soutenant mes parents sur la base de leurs récits soigneusement construits d'une fille ingrate, mais quelques-uns m'ont contacté pour offrir leur soutien après avoir entendu ma version des faits. Ma tante Catherine, la sœur aînée de ma mère, m'a appelé à l'improviste un soir, je me suis toujours demandé quand tu leur tiendrais enfin tête, a-t-elle dit sans préambule. Ta mère appelle tout le monde dans la famille, leur disant que tu as perdu la tête. Mais j'ai vu comment ils t'ont traité pendant des années. Sa validation m'a fait monter les larmes aux yeux. Je pensais que j'étais folle parfois, ai-je admis, la façon dont ils faisaient en sorte que tout semble normal. Il n'y a rien de normal à s'attendre à ce que sa fille adulte finance la famille tout en lui retirant son indépendance, a déclaré Catherine. Fermement. Je suis fier de toi, Allais. Il faut du courage pour briser des schémas comme ceux-ci. Toutes les réactions n'ont pas été aussi favorables. Mon oncle Robert a laissé un message vocal cinglant m'accusant de détruire la famille à cause d'une voiture. Plusieurs cousins m'ont supprimé de leurs amis sur les réseaux sociaux. Même ma grand-mère, habituellement une partie neutre dans les conflits familiaux, a exprimé sa déception quant à ma décision d'impliquer des étrangers dans ce qu'elle considérait comme des affaires de famille privée. Le développement le plus inattendu est venu de Mélissa. 3 semaines après mon départ, elle a envoyé un message demandant si nous pouvions nous rencontrer pour un café. Méfiante mais pleine d'espoir, j'ai accepté. Nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre son école et mon appartement. À 18 ans, ma sœur portait encore la rondeur douce de l'adolescence. Mais ses yeux contenaient une nouvelle conscience alors qu'elle remuait son latte. C'est bizarre à la maison maintenant, a-t-elle commencé. Papa est en colère tout le temps. Maman pleure beaucoup. Jake reste juste dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo. Je suis désolé que ce soit difficile, ai-je dit, sincèrement. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas pour ça que je voulais parler. Je voulais te dire que je comprends maintenant ce que tu disais à propos de leur façon de te traiter différemment. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je demandé, réellement curieuse. Après ton départ, ils ont commencé à attendre de moi que je reprenne ton rôle, a-t-elle expliqué. Soudainement. Je suis censé travailler à temps partiel pour contribuer à la famille tout en maintenant des notes parfaites. Papa a pris le contrôle de mon compte épargne pour le garder en sécurité. C'est comme s'ils avaient transféré toute leur attente de toi vers moi. La réalisation que mes parents n'avaient pas appris de mon départ, mais avaient simplement trouvé une nouvelle cible, a retourné mon estomac. Mel, ce n'est pas juste. Ton argent est à toi. Tu dois le protéger. Je le sais maintenant, a-t-elle dit, avec une détermination dans la mâchoire qui m'a rappelé mon propre éveil récent. J'ai parlé à tante Catherine pour ouvrir un nouveau compte auquel ils ne peuvent pas accéder. La fierté a gonflé. Dans ma poitrine, c'est vraiment intelligent, Mel. Et si tu as besoin d'aide, tu m'aiderais vraiment, a-t-elle interrompu, même après tout ça? Bien sûr, je l'ai rassurée. Tu es ma sœur. Ce qui est arrivé avec maman et papa ne change pas ça. Des larmes sont montées dans ses yeux. Jake
dit qu'on devrait te détester pour ce que tu fais à la famille. Mais je pense que tu es peut-être en train de me sauver de traverser ce que tu as vécu. Nous nous sommes quittés avec un câlin serré et la promesse de rester en contact, indépendamment de ce qui arrivait avec nos parents. Cette connexion honnête, égale et libre de manipulation, semblait être la première relation familiale saine que j'avais jamais vécue. Pendant ce temps, les conséquences de mon action juridique continuaient de se dérouler. La détective Saouir m'a informé que le procureur du district avait décidé de poursuivre les accusations de contrefaçon, mais était disposé à négocier sur l'accusation de vol si une restitution était faite. Tes parents font face à des conséquences sérieuses, a expliqué Marc lors de notre réunion suivante. La contrefaçon entraîne un risque de prison. Ils sont motivés à régler cela. Effectivement, une offre de règlement est arrivée par leur avocat la semaine suivante, 10 000 $ en compensation pour la voiture avec la condition que j'abandonne toutes les poursuites pénales. Qu'en penses-tu, ai-je demandé à Marc après avoir examiné l'offre. C'est moins que la valeur totale, mais plus que ce qu'ils ont obtenu en la vendant, a-t-il répondu. D'un point de vue pratique, cela résoudrait le problème plus rapidement que d'aller au tribunal. Mais c'est ta décision, allez. Quel résultat cherches-tu ici? J'ai considéré la question attentivement. Que voulais-je? De la vengeance, de la justice, ou simplement la reconnaissance que ce qu'ils avaient fait était mal. Je veux qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas traiter les gens de cette façon, ai-je fini par dire. Mais je ne veux pas nécessairement qu'ils aillent en prison. Après des négociations supplémentaires, nous sommes parvenus à un accord, restitution complète de 12 000 $, une excuse écrite formelle reconnaissant l'acte répréhensible, et l'accord de mes parents de suivre un conseil en limite financière. En échange, je ne poursuivrai pas les accusations criminelles. Le chèque est arrivé par courrier certifié 3 jours plus tard, accompagné d'une lettre d'excuse laconique qui avait clairement été rédigée par leur avocat et signée à contre-cœur par mes parents. Ce n'était pas la réconciliation sincère dont une partie de moi avait secrètement espéré, mais c'était de la responsabilité. Peut-être la première réelle responsabilité qu'ils aient jamais eu à affronter. Avec l'argent du règlement, j'ai acheté une Honda Civic d'occasion, moins chère que ma voiture précédente, me permettant de garder quelques fonds en épargne. Le jour où je l'ai sorti du garage, avec l'immatriculation et l'assurance à mon nom uniquement, j'ai ressenti un sentiment profond de réappropriation de ce qui m'avait été pris, non seulement le transport, mais l'agence sur ma propre vie. Ma vie professionnelle a fleuri. Au milieu de ces changements personnels. Libéré du drainage financier constant. De soutenir ma famille, j'ai pu me concentrer pleinement sur ma carrière d'infirmière. Lorsqu'un poste de cadre s'est ouvert dans le service des urgences, Janice m'a encouragé à postuler malgré mon expérience relativement limitée. Tu as montré un jugement exceptionnel et un calme sous pression, a-t-elle noté lors de mon entretien. Les événements récents dans ta vie personnelle l'ont démontré clairement. J'ai obtenu le poste, qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle et d'heures plus régulières. L'ironie ne m'a pas échappé. En priorisant mon propre bien-être. Pour une fois, j'avais en fait amélioré mes perspectives professionnelles au lieu de les miner comme mes parents avaient toujours insinué que cela arriverait. Si je me concentrais égoïstement sur mes propres besoins. 3 mois après avoir quitté la maison de mes parents, je me suis assise dans ma nouvelle voiture sur le parking de l'hôpital après avoir terminé mon service, réfléchissant à la transformation de ma vie. Mon téléphone a vibré avec un texte de Tyler, qui avait été un soutien inébranlable tout au long de l'épreuve, dîner ce soir. Pour célébrer 3 mois de liberté. J'ai souri en tapant ma réponse. Absolument. C'est moi qui régale cette fois. Alors que je conduisais vers le restaurant,
j'ai réalisé que l'argent du règlement et la promotion n'étaient que les résultats tangibles de ma position pour l'indépendance. La vraie victoire était interne, apprendre à valoriser mes propres besoins, à fixer et maintenir des limites, et à reconnaître que l'amour authentique n'exige pas le sacrifice de ses droits fondamentaux et de sa dignité. La radio de ma voiture jouait doucement alors que je naviguais dans les rues familières, ne me sentant plus comme une imposture dans ma propre vie. La route devant moi était inexplorée, mais indéniablement la mienne.